Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. On va donner continuité à notre bilan cardiovasculaire, qui en fait, il va au-delà de cardiovasculaire. Vem comigo! On avait vu la dernière fois toute la partie de base fondamentale. Je vous ai passé l'essentiel parce que sans cet essentiel, on ne peut pas travailler la nutrition fonctionnelle. Je voudrais vous rappeler que ce live est tous les mardis et jeudis. C'est un projet qui s'appelle Live 1929. Ça veut dire que je suis là tous les mardis, tous les jeudis à 19h29. Vous êtes tous invités, vous, professionnels de santé, n'importe votre profession. Si vous êtes chirurgien dentiste, médecin, pharmacien, naturopathe, ostéopathe, chiropracteur, coach en nutrition, coach sportif, ne limitez pas votre connaissance. Votre connaissance doit être là-haut pour que vous pouvez devenir le meilleur professionnel de santé dans votre spécialité. Je vous montre notre arbre et il manque quelque chose dans cet arbre. Vous pouvez remarquer déjà qu'il manque des éléments dans cet arbre. Mais avant ça, je voudrais vous dire et redire que 50% des crises cardiaques, elle est dans les maladies cardiovasculaires, évidemment. Ça, c'est qu'un exemple. 50% des crises cardiaques surviennent chez des patients dont le LDL, ce qu'on fait à chaque fois, est normal. Qui a dit ça? Landmark Studies in Coronary Prevention Studies. Et ici, à côté, on a cette jolie arbre qui c'est une métaphore, une des représentations de la nutrition fonctionnelle. J'en ai beaucoup et je vais vous montrer au fur et à mesure toutes les représentations. Mais ce mois-ci, on est en train de travailler cet arbre-là où on va avoir tous les éléments modifiables bien ici dans notre pied. On va prendre en compte les antécédents génétiques, les antécédents épigénétiques, ça veut dire le mode de vie du patient jusqu'au moment qu'il est venu vous voir, qu'il est venu vous parler, patient ou client, n'importe, les déclencheurs, les médiateurs. Et à partir de signes et symptômes, que je vous mets là tout de suite, on va pouvoir effectivement mettre ce client ou ce patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, dans cette web, dans cette étoile araignée, c'est comme une étoile d'araignée, qui tout est lié, où on va avoir beaucoup de nœuds qu'on appelle le système biologique ou les nœuds biologiques, en blanc parce que ce n'est pas notre source de discussion aujourd'hui, mais qui a tout à voir, qui est assimilation, énergie, biotransformation, intégrité structurelle. Évidemment, quand on parle de bilan cardiovasculaire, on parle aussi de communication parce qu'on va parler beaucoup de hormones, on va parler beaucoup des hormones comme l'insuline. Mais le principal, c'est que on est en train de parler du transport. Pourquoi? Parce que quand on parle de bilan cardiovasculaire, on est en train de se donner un zoom, donner plus d'attention à nos tuyaux, n'est-ce pas? Qui sont les artères, les veines, les systèmes lymphatiques. Et notre travail, il va jusqu'à là. Le travail du médecin fonctionnel, il est exactement comme ça. Il va passer par toutes les étapes et là-haut, s'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de solution viable parce qu'on a tout essayé, le médecin fonctionnel va effectivement utiliser le médicament comme dernier recours et même peut-être pour une courte durée. Et là, on va arriver à notre spécialité, qui c'est spécialité, quand je dis ça, c'est pour le médecin généraliste ou même pour les spécialistes, qui est la cardiologie. Vous voyez bien qu'on est en train de couper cette personne là-haut en plusieurs parties. Mais quand on parle de bilan cardio, on est en train de regarder quelques étiquettes que je vais vous présenter tout de suite. Cardiopathie ischémique ou maladie coronarienne,
accidents AVC, vasculaires cérébraux, soit intermittents, intermédiaires ou pas, artériopathie périphérique, thrombose veineuse profonde, les embolies pulmonaires, les insuffisances cardiaques, valvulopathie, cardiopathie congénitale, tout ça est là. Ah, mais Elisa, il a une cardiopathie congénitale, on ne peut rien faire. Vous avez tort. Vous allez quand même, ne soyez pas attiré par l'étiquette si vous êtes un professionnel fonctionnel. Vous allez avoir une méthodologie, vous allez avoir un système de travail net et clair que, indépendant de l'étiquette de votre patient, vous allez distribuer ces signes et symptômes et analyser par où commencer. C'est ça notre objectif. Et ce bilan cardio de A à Z en nutrition fonctionnelle, l'objectif, c'est qu'on a tous ces signes et symptômes et à partir de la racine du sol des antécédents, on va avoir ce type de logique. Mais avant, je voudrais re-emphasiser qu'on est bien dans le cœur et vaisseau sanguin, transport, on parle aussi de la lymphe, et qu'on a comme substrat, excès substrat pour avoir ce type de pathologie, on a excès de SO. Qu'est-ce que c'est SO? C'est le stress oxydatif, défaut du système de protection antioxydant. Tout ça peut être de causes biochimiques qui peuvent expliquer cette trouble au niveau de cœur et vaisseau sanguin. Réaction immuno-inflammatoire, dysfonctionnement endothélial. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est l'endothélium qui sont effectivement les cellules qui vont faire la paroi de vaisseau de nos artères et de nos veines. Et dysfonctionnement mitochondrial. On peut agir dans tout ce niveau-là. Excès de stress, système antioxydatif, réaction immuno-inflammatoire, dysfonctionnement endothélial et dysfonctionnement mitochondrial. C'est pour ça que je suis là. C'est pour vous expliquer qu'on a, avec la nutrition fonctionnelle, une action sur tout ce facteur que je suis en train de vous expliquer. Donc, le principal, quand on a une étiquette, c'est de chercher les causes au travers des antécédents, de déclencheurs et de médiateurs. On va savoir qu'est-ce qui est en train, le médiateur, de nourrir cette condition négative, trouble, déséquilibrée de nos patients. Après, on a aussi cherché les causes et les effets au travers des signes et symptômes et de comorbidités que ce patient peut-être il y a déjà. Quelle comorbidité? On peut penser à de dyslipidémie, à syndrome métabolique, à obésité, à diabète type 2. Il peut arriver déjà avec ce comorbidité qu'on va considérer aussi, évidemment. Mais ce qui est la base où on va commencer, c'est chercher des points de levier, ce qui va amener cette personne effectivement à la vitalité positive. Chercher des points de levier ici, facteurs de mode de vie. On va voir les antécédents personnels de ce patient en termes de quoi? En termes de tabac, en termes d'alcool, en termes d'alimentation, micro et macronutrition, hydratation, sédentarité, sommeil. Tout ça sont des éléments essentiels pour déterminer une modification biologique dans le tableau pathologique de mon client ou de mon patient. À quoi sert un bilan cardio complet? Et quand je parle de bilan cardio, évidemment, je parle d'un bilan cardio nutritionnel. À quoi sert? Il sert pour confirmer, pour prévenir et pour accompagner. Confirmer quoi, Elisa? Confirmer mes hypothèses. J'ai mis un patient dans la matrice de la nutrition fonctionnelle et peut-être j'ai besoin de confirmer mes hypothèses. La prévention par rapport à son histoire, à ses antécédents, à son mode de vie, je peux déjà envisager qu'on va avoir des troubles au niveau de maladies cardiovasculaires. Et aussi pour ceux qui arrivent déjà
avec une condition, une étiquette qui a été diagnostiquée par un médecin allopathique, ou même un médecin nutritionnel, un médecin fonctionnel, qui on fera l'accompagnement. Si on travaille avec un médecin fonctionnel, l'objectif de cet accompagnement, ça sera que le médecin fonctionnel diminue le nombre de médicaments. C'est ça l'objectif. C'est pas, nous n'allons pas diminuer, mais par les preuves qu'on va lui donner en termes de bilan, il va dire on peut baisser par rapport au changement du mode de vie, au changement alimentaire et évidemment au changement de la preuve maximale qui est le bilan sanguin, urinaire, n'importe. Qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui et probablement jeudi? On va discuter qu'il y a plusieurs types de LDL. On a déjà vu ça, n'est-ce pas, la semaine dernière. ApoA1, ApoB, lipoproteína petit a, LDL oxidé, homocisteína, coenzima Q10, ferritina, CRP ultrasensible et la lipoprotéine phospholipase A2. Tout ça fait partie d'un bilan cardio complet en nutrition. Mais avant de commencer ça, je voudrais revenir à la base, toujours à la base. Je voudrais que vous rappelez qu'ici, on a quelques exemples d'acides gras où on va voir acide arachidique, stéarique, palmitique, érucique, oléique. Attention que je parle de arachidique et pas de arachidonique. En regardant le dessin, vous pouvez remarquer que le linolénique et l'arachidonique, vous voyez, arachidique et arachidonique, ils sont pliés. Pourquoi ils sont pliés? Ils sont pliés, c'est oléique aussi, érucique aussi. Qu'est-ce qui donne cette pli à ce acide gras? C'est exactement les doubles liaisons. Les doubles liaisons que l'arachidique, les stéarique et les palmitiques n'ont pas. Donc, que parler de ça, vous pouvez regarder déjà qu'il y a des acides gras insaturés, monoinsaturés, polyinsaturés, mais que de regarder la photo, comme ils sont pliés, ça veut dire qu'ils sont plus susceptibles à l'oxydation. OK? Et vous voyez ici les autres, arachidiques, palmitiques et stéariques, qui sont plutôt linéaires. Donc, ce sont des acides gras saturés. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a une petite couleur rouge, de petites boules rouges. Petites boules rouges. Ici, il y en a deux. Qu'est-ce que ça veut dire, cette petite boule rouge? C'est l'oxygène. Et donc, à la fin, on a cet acide carboxylique, COOH, qui va donner cette configuration hydrophile un petit peu à nos acides gras, malgré ils sont saturés, malgré ils sont une chaîne carbonée complètement lipophile. Ici, il ne faut pas avoir peur, il faut toujours regarder calmement. On a un radical. Qu'est-ce que c'est un radical en biochimie, en chimie organique? Un radical, c'est une molécule de carbone, d'hydrogène, d'azote, n'importe. Il y a un radical ici. Mais ici, dans notre cas, on va voir COOH. Ah, Elisa, il faut savoir reconnaître ça. Cette structure-là, si vous ne reconnaissez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le monde de la nutrition fonctionnelle. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vais vous montrer de plus en plus tout ce que je peux vous montrer. Regardez, on a COOH. D'ailleurs, c'est cette partie rouge-là que je vous ai montrée. Ça, c'est le marqueur de l'acide carboxylique. C'est un acide. À chaque fois que vous voyez un carbone lié par une double liaison à un O et à un hydroxyle, c'est un acide carboxylique.
Et ici, on a un autre radical R2 qui est lié à un OH, une hydroxyle, ce qui va conférer que cette molécule-là soit un alcool. Donc, on a deux fonctions organiques, acide carboxylique et alcool. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à ça? On sait qu'il y aura une réaction chimique qui peut aller vers là ou qui peut aller vers là. Ça s'appelle équilibre chimique. Mais on va dans ce côté-là, où j'aurai le R1 qui est là, il va se répéter ici. Le R2 va se répéter ici. Et il y aura le mariage, la condensation de ces deux molécules avec la libération de l'eau. Vous voyez ici, de l'eau. Donc, ça s'appelle estérification. Quand on a un acide carboxylique qui va s'unir à un alcool. Alors, est-ce que c'est facile de reconnaître acide carboxylique? Oui, parce qu'il est toujours à la fin de la molécule. Est-ce que c'est facile de reconnaître un hydroxyle? Pas toujours, pas toujours. Mais vous commencez déjà à reconnaître. Il y a ceux qui sont déjà pharmaciens, etc., qui ont la capacité de reconnaître tout de suite. C'est une question de quoi? D'habitude, c'est tout. Rien de plus. OK? Si je suis capable, vous êtes capable. C'est ça la base. On est tous capables. Après, regardez ici cette structure. Je vais vous montrer un triacylglycérol qui avait, d'une façon ancienne, le nom que vous connaissez tous, qui est triglycéride. Mais aujourd'hui, on préfère dire triacylglycérol. Pourquoi, Elisa? Parce qu'il est constitué de 3 acyles. Acyle, c'est l'acide gras combiné. Donc, le acide stéarique va passer à appeler stéaroïl. Le linolique, là, l'acide linoléique, il va passer à linoléoïl. Il faut savoir ça par cœur? Non, absolument pas. Ce que vous pensez que vous pouvez faire, qui est important, c'est de regarder la molécule et comprendre. Faisons ça ensemble. On va regarder cette molécule-là, que normalement, qu'est-ce que vous faites quand vous étudiez, quand vous avez un bouquin? Vous passez ça. Vous ne regardez pas. Et ça, c'est le problème. Et je vais vous montrer que c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué. On va regarder cette molécule ici. Regardez que chaque trait, chaque vertice, c'est un carbone. Donc, on va voir ici plusieurs carbones qu'on peut même compter, mais je ne veux pas perdre mon temps. Regardez, C, double O, O. Ah, c'est où le H? Ça, c'est un acide gras, un acide carboxylique, comme celui-là que je vous ai montré. Sauf que maintenant, il est lié au glycérol. O. Le OH du glycérol, on a perdu le H, comme je vous avais dit, et on a alors ici, on a un acide gras lié à un carbone du glycérol. Quel carbone, Elisa? Est-ce que vous pouvez voir qui est lié au carbone 1 du glycérol? Le glycérol, il a combien de carbones? Un carbone, 2 carbones, celui-là qui est rose, et 3 carbones. Ça, c'est le glycérol. Ça, c'est un dessin, une représentation aussi du glycérol. Et donc, le carbone numéro 1 du glycérol va se lier au premier acide gras, là-haut. Cet acide gras vient de qui? Vient de cet acide stéarique là-haut. OK? Qui a fait quoi? L'acide carboxylique de l'acide stéarique va s'unir ici, à ce carbone, à ce O-là, et il va perdre ce H. Et donc, on a la première liaison. Et la deuxième liaison, remarquez bien qu'on a une double liaison ici et une double liaison ici. On va, à partir de ici, on va compter jusqu'à où on va voir cette première double liaison. 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, 6 carbones. Donc, on a une double liaison, la première, au carbone 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Un oméga 6.
Si on avait un carbone, deux carbones, trois carbones, si on avait une double liaison ici, ça serait un oméga 3. Donc ici, on a tout à fait un linoléoïu. Linoléoïu, c'est acide linoléique, qui est oméga 6, un acide gras essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire acide gras essentiel? C'est ce que notre corps ne produit pas, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez qu'il est insaturé. Pourquoi, Elisa? Parce qu'il a une double liaison. Et vous voyez ici là, les squelettes, et si vous regardez ici mon linoléique, vous voyez qu'il y a cette doublure là-haut. La doublure, elle est bien là-haut. C'est exactement ça. Donc, lié à mon carbone 2. Et mon carbone 3, il sera lié à tout ça. À ce carbone, à tout ça là. Le carbone 2, on appelle linoléu. Et le troisième, c'est un palmitique. Ça veut dire que l'acide palmitique se lie à la. Mais on dit 3-palmitoylglycérol. Pourquoi? Parce que quand on va couper, probablement ici, on a un mix de triacylglycérol. Triacyl 1, 2, 3, en sachant que 2 sont saturés et 1 est poly, parce qu'il y a plus que 1, insaturé, qui est effectivement l'acide, qui vient de l'acide polyinsaturé oméga 6. C'est ça qui est, quand on mange les triglycérides, c'est ça. C'est exactement ça. Si on mange beaucoup de polyinsaturés, on aura plus de ça. Sinon, il y aura tout saturé. On peut avoir saturé, on peut avoir insaturé, polyinsaturé, monoinsaturé. Mais c'est ça qui rentre dans l'aliment. OK? J'espère que vous avez compris. Les triacylglycérols ou les triglycérides contiennent 3 acides gras estérifiés. N'est-ce pas? Estérifiés à quoi? Au glycérol. Ceux-là que je viens de vous montrer. On va parler maintenant de cette molécule merveilleuse qu'il faut la connaître bien. On va commencer à connaître cette molécule qui on parle beaucoup, qui est dans le centre de nos préoccupations, qui est le cholestérol. Le cholestérol a été découvert en 1758, alors au XVIIIe siècle, sous la forme de solides, de cristaux, dans le calcul biliaire. Donc déjà, si le cholestérol a été découvert dans le calcul biliaire, ça veut dire quoi? Que la bile, il y a la présence de cholestérol quelque part, n'est-ce pas? Alors, col, ça veut dire bile. C'est pour ça qu'on dit cholérétique. Qui est cholérétique? On a déjà parlé de ça. Qui a une action cholérétique et cholagogue. Il y a une hormone. Deux d'ailleurs. Cholécystokinine et sécrétine. Et stéréo. Stéréo, ça veut dire solide, dur. Ici, c'est la base, l'unité de base de notre cholestérol qui s'appelle isoprène. Donc, isoprène, c'est un carbone avec l'autre carbone. Ça, c'est une unité d'isoprène associée à une autre unité d'isoprène. OK? Et ces unités d'isoprène, alors, si le cholestérol, à la base, il est formé par unité d'isoprène, on dit que le cholestérol est un isoprénoïde. OK? Regardons calmement notre cholestérol. Calmement. Vous voyez ici qu'on a 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Ça s'appelle noyau hystérane. Ce noyau hystérane est constitué de 3 cyclohexanes. Elisa, je ne comprends rien. Oui, vous comprenez très bien. Cyclo, parce que les carbones sont cycliques, ils sont fermés. Un carbone ici avec un carbone, 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 ils sont fermés. Le B, il est fermé. Le C, ça s'appelle cyclo, toujours. Hexane, parce qu'on a 6 vertices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais combien de 6 vertices on a?
1, le A, 2, le B, 3, le C. Et le D? Le D, c'est un cycle pentane. Pourquoi pentane? Parce qu'il y a 5 vertices. Donc, le noyau d'hextérane est constitué de 3 cyclohexanes et un cyclopentane. Vous remarquez ici quelque chose que vous connaissez déjà, une hydroxyle, n'est-ce pas? Que ça va conférir la présence d'une possibilité, quand il y a de l'oxygène, que cette partie soit polaire. Et qu'est-ce que ça veut dire polaire? Ça veut dire qu'elle peut se diluer, cette partie, dans l'eau, en tant que tout le reste, c'est de carbone et d'hydrogène. Ici, c'est une chaîne de carbone-hydrogène qu'on va voir dans quelques minutes. Mais regardez ici, mon groupe hydroxyle, la numération de notre noyau d'hextérane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez que c'est intéressant. On laisse là le 19 et on va au 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et du 17, on a 18, 19, 20. Si vous voulez comprendre le hormone sexuelle, comment on passe de cholestérol à progestérone dans la mitochondrie, comment on va faire toutes les étapes des hormones sexuelles pour que vous puissiez travailler avec femme enceinte, avec libido, avec femme ménopausée. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne connaissez pas le passage. Vous avez besoin de savoir que de là, on aura non seulement les hormones sexuelles, non seulement le cholestérol pour les problèmes de maladies cardiovasculaires, mais aussi les hormones, la condition de la surrénale. On aura aussi question de cortisol, qu'on parle tout le temps. Et donc, vous avez besoin de connaître ça que je suis en train de vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un noyau, que je vous ai dit, tétracyclique. 1, 2, 3, 4 cycles. 1, 2, 3, 4 cycles, qui s'appelle noyau hextérane aussi, de 3 cyclohexanes et de 1 cyclopentane. Et qu'est-ce qu'on a ici dans l'orange? On a une chaîne hydrogène, avec hydrogène et carbone. On appelle hydrogène carboné. Il n'y a que de l'hydrogène et du carbone. On appelle la queue du cholestérol. C'est la première partie qui va dégager de notre cholestérol, qui va entrer dans la mitochondrie pour faire la première brique de nos hormones sexuelles. Et ici, on a le carbone 17, qui est le carbone responsable pour avoir une liaison avec cette queue. OK? Et on a aussi l'hydroxyle qui est là, au niveau du carbone 3, qui va constituer cette partie, le pôle hydrophile. Hydrophile, file, j'aime l'eau. Donc, c'est la partie polaire, la partie soluble. Ah, Elisa, ne me dis pas que le cholestérol a une partie soluble. Oui, cette partie-là que je suis en train de vous montrer. Et après, on a tout le reste qui a le pôle hydrophobe, qui a phobie de l'eau. Alors, c'est pour ça qu'on dit plutôt que le cholestérol est hydrophobe. Mais en réalité, on a une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Donc, on va dire que notre cholestérol est amphipathique. Donc, cette première propriété chimique due à la présence, écoutez bien, à la présence de cet hydroxyle, on va pouvoir estérifier notre cholestérol. Le cholestérol va s'unir à un acide carboxylique. Ça s'appelle cholestérol estérifié. On peut aussi combiner avec plusieurs molécules. Dû à cette double liaison que vous voyez ici une double liaison, la seule qui existe ici au niveau du B là, on peut
additionner des halogènes. Quel halogène? Fluor, chlore, brome, iode, acetate. Iode peut se mettre là. À partir de cette double, on peut construire pas mal d'autres molécules. Alors, le cholestérol chez les animaux, il est présent, sauf prokaryotes et les végétaux. Pourquoi? Parce que les végétaux, ils vont avoir ce type de construction isoprénoïde, ok? Regardez bien. Ici, c'est une unité d'isoprène. Là, une unité. Tout ça sont des unités, sous-unités des isoprènes. Le cholestérol, il est là. Là, c'est le cholestérol qu'on vient de parler. Cette partie rouge ici, c'est la sous-unité des isoprènes. Si on prend ici, ça, c'est aussi une unité d'isoprène. Le menthol, il a 10 carbones. 10 carbones, le menthol. Par exemple, il a 2 unités d'isoprène. 10 carbones, mais 2 unités d'isoprène. Si on prend le bêta-carotène, il a 8 unités d'isoprène. Parce que l'isoprène, c'est tout ça, qui fait partie d'ailleurs du groupe caroténoïde, n'est-ce pas? 8 unités d'isoprène. Donc, c'est pour ça que le bêta-carotène est hydrophobe. Parce que, remarquez bien qu'il y a une chaîne énorme de carbone et d'hydrogène. Là, le phytol, il y a cette partie qui déjà a cet hydroxyle. Donc, qui est plus polaire, le phytol ou le bêta-carotène? Le phytol. Et comment on va représenter? On peut représenter le cholestérol comme ça. La partie bleue OH, la partie là qui est nos cycles, et là notre queue hydrocarbonée. Une façon très simple que vous devrez vraiment mettre dans votre tête pour faire l'image du cholestérol. Il peut être d'origine alimentaire et production interne à partir de l'acétyl-CoA. Cytosol à partir d'acétyl-CoA et isoprène. Je vous ai montré la dernière fois qu'on peut prendre déjà le cholestérol que je vais vous montrer tout de suite sous la forme stérifiée quand on mange, le cholestérol libre, mais on peut aussi produire de cholestérol dans le foie au travers de la production interne à partir d'acétyl-CoA où on aura l'enzyme que je vous ai dit la dernière fois, qui est la HMG, coenzyme, vous vous rappelez de ça? Réductase. Et donc, ici, on a notre cholestérol libre, qui c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, vous regardez un cholestérol, vous n'avez plus peur. Vous savez qu'ici, on a nos cycles. Vous savez qu'ici, on a la queue la chaîne hydrogéno-carbonée. Et ici, on a la partie polaire avec l'hydroxyle, partie apolaire qui va configurer à mon cholestérol cette capacité d'être amphipathique. OK? Et ici, on a le cholestérol. Regardez la différence. On a fait le mariage de cet alcool avec un acide carboxylique avec élimination de l'eau, cholestérol estérifié, parce que le cholestérol a subi une estérification. Ça, c'est un exemple typique pour stockage de cholestérol. Et là, vous êtes en train de me dire, mais c'est où les examens, Elisa? Parce que on ne peut pas, je ne veux pas aller trop vite en train de vous balader de choses sans qu'il y ait une compréhension absolue. Ici, j'ai quelques types de lipoprotéines que j'ai parlé la dernière fois énormément. Chylomicron, VLDL, LDL, HDL. Il y a même le IDL, n'est-ce pas, que j'ai parlé. Mais si on regarde ici un modèle traditionnel, on va dire, de la lipoprotéine, on va voir cholestérol libre, on va voir cholestérol estérifié. Regardez que le cholestérol libre est plutôt là et que le cholestérol estérifié, il est là-dedans. Les apoprotéines, les phospholipides, n'est-ce pas? Et les triglycérides que je viens de vous montrer.
Ça, c'est une lipoprotéine. Ça veut dire qu'on a des protéines qui vont englober la partie hydrophobe pour que cette cholestérol ester et ces triglycérides puissent se balader dans le sang. Pourquoi dans le sang? Parce que le sang, pourquoi ça? Parce que le sang, il est plutôt de l'eau. Et donc, j'ai besoin de cette protection. Ici, c'est la loi, peut-être vous avez déjà étudié en physique ou en chimie, que la densité est égale à masse sur le volume. Plus on augmente la masse, plus on augmente la densité. Plus on diminue le volume il est inversement proportionnel à la densité. Qu'est-ce qu'on va avoir en termes de lipides sur protéines? On va regarder bien cette relation. On diminue la densité, plus on augmente un lipide, on diminue la densité de la lipoprotéine, n'est-ce pas? Regardons ici, c'est très facile. Tout ce qui est jaune est protéine. Ici, on a chylomicron, VLDL, LDL et HDL. Qu'est-ce qui se passe au niveau des protéines? La protéine du chylomicron, elle est très peu, et au fur et à mesure qu'on va jusqu'à l'HDL, elle va augmenter. Si on regarde maintenant le bleu c'est quoi? Phospholipide. Au fur et à mesure que je vais vers l'HDL, j'augmente aussi les phospholipides. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau des triacylglycérols, que je vous ai expliqué toutes les structures, qui c'est la même chose que triglycérides. Regardez que le chylomicron, ce qu'on mange, a plein de triacylglycérols. Quelle est la fonction du chylomicron? De débarrasser du triglycéride. Donc, les triglycérides vont diminuer de plus en plus. On va avoir plus en plus d'espace pour le cholestérol. C'est ça l'idée. Donc, avec ce graphique-là, vous comprenez bien quel est le processus de chylomicron jusqu'à HDL, notre bibliothèque, qui va prêter la peau C2 et qui va prêter la peau E, et qui vient de la peau A1. Tout ça, c'est une répétition. Si vous n'avez pas regardé notre formation sur le bilan cardio de A à Z, base fondamentale, je vous invite à y aller. Voici quelques types de lipoprotéines. 85% de triglycérides ou de triacylglycérols avec un B48. On sait très bien que c'est un chylomicron ou chylomicron. On a ici ApoC2. Qui a prêté ce ApoC2 au chylomicron? Qui? Est-ce que vous savez me dire? Qui a prêté, c'était le HDL. Et pourquoi il a prêté ce C2? Pourquoi? Parce que c'est là que ce C2 va avoir un récepteur où j'aurai l'action de la lipoprotéine lipase qui va me couper ces triglycérides qui sont là-dedans, n'est-ce pas? Et après, on aura les VLDL, on va au niveau du réticule endoplasmique rugueux qui est dans le foie, produire cet ApoB100, n'est-ce pas? Ici, on a déjà 50% de triacylglycérides. Pourquoi? Parce que le chylomicron, au travers de la libération de ce triglycéride dans les tissus périphériques, et spécialement tissus musculaires, striés et cardiaques, et aussi les adipocytes, a lâché les triglycérides. Donc maintenant, on a moins et on a 20% de cholestérol estérifié. Et CAPE, elle sert à aller jusqu'au récepteur de LDL dans le foie pour que je puisse faire cet ApoB100. Vous vous rappelez de tout ça? Et après, on aura notre IDL. IDL extrêmement important, 30% de triglycérides, 30% de cholestérol ester. Où est-ce que ce IDL va aller? Il y a un récepteur de LDL au niveau de surrénal, au niveau de gonades, qui vont profiter de ce cholestérol là-haut.
de ce cholestérol-là pour la surrénale. Aldostérone, vous vous rappelez de ça, zone glomérulaire, zone fasciculée et zone réticulée. On a aldostérone, cortisol et nos hormones sexuelles qui ont comme brique ce cholestérol-là. Super. APO alors, APO fonctionne comme une plaque d'identification. ApoB100 qui sera oxydée et va créer mon LDL oxydé. La plaque d'athérome qu'on avait. ApoA1, c'est la brique, la base pour faire mon HDL. Et on peut mesurer l'ApoA1 et le HDL. L'HDL, vous savez qu'il n'est pas qu'une bibliothèque qui prête, mais il y a aussi, on va avoir un type HDL type 2 et HDL type 3 qui vont au niveau de récepteurs scavengers, qui vont enlever les cholestérols oxydés de notre macrophage, heureusement, et aussi vont apporter du cholestérol au niveau de nos surrénales, au niveau de nos gonades ou dans tous les tissus qui ont besoin. Tout ça pour diminuer la quantité de cholestérol oxydé. Ça, physiologiquement parlant, quand tout va bien. Je voudrais vous dire qu'on peut parler de apoprotéine ou apolipoprotéine. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est le component protéique de lipoprotéine. OK? Ils ont plusieurs actions. Stabilité structurelle des lipoprotéines, donner de la stabilité. Et on a parlé de APO, mais on n'a pas parlé de ApoA2, on a parlé de ApoB48. Je voudrais que vous montriez que l'histoire elle est beaucoup plus complexe que vous imaginez. Avec les apoprotéines, elles vont aussi promouvoir le transport et captation de lipides. Elles vont agir comme un ligand, comme les B100 et ApoE. ApoE aura un récepteur spécifique, qui est le récepteur LDL. Activation enzymatique de APO1 à ApoC2. Enzymatique dans quel sens? Que ApoC2 va stimuler la lipoprotéine lipase. OK? Mais je voudrais quand même vous informer qu'on a des ApoA A1, A2, A4. Il y a plusieurs types. ApoB, B100 et B48, ça on connaît. Et ApoC, je parlais de C2, mais il y a C1, C3, C4. Mais là, on va à un niveau de connaissance profond. ApoD, ApoE, que vous connaissez, il y a même ApoH. Alors, je voudrais aussi faire une petite révision. Les kilomicrons ou chilomicrons, ils ont ApoA et ApoB. Ah, Elisa, vous n'avez pas parlé de ApoA? Non, parce que ce n'est pas important pour notre compréhension. ApoB, 48 d'ailleurs. VLDL, IDL et LDL vont avoir ApoB, bien sûr, ApoC, ApoC2, qui va venir du HDL, qui va prêter, n'est-ce pas? Et ApoE, qui va venir aussi du HDL. Mais il ne faut pas oublier que le HDL, il prête. C'est une bibliothèque. Il va prendre à nouveau après. Et l'HDL avec ApoA, évidemment, c'est la brique pour faire l'HDL, ApoC, ApoE, qui va prêter. Je pense que ça ne pourrait pas être plus clair. Revenons maintenant à nos marqueurs biologiques fonctionnels. Qu'est-ce qu'on va discuter? On va discuter de tout ça, mais il y a quand même l'évaluation biologique classique. Ça veut dire qu'une personne qui va chez le médecin, qui a une altération, une maladie cardiovasculaire quelque part, normalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Glycémie à jeun, et ils vont faire évaluation d'anomalie lipidique, EAL, évaluation d'anomalie lipidique. Le médecin va demander cholestérol total, LDL, HDL et triglycérides. On est bien d'accord? Et c'est tout. Je vais vous informer quelque chose. Le laboratoire, il peut fournir un log de triglycérides HDL, C, qui c'est un calcul que le laboratoire de ville, il peut faire pour qu'on sache si la personne a un phénotype. Je vais expliquer ça. Type A ou type B.
Mais vous, chez vous, on va dire, ah non, mais je suis coach sportif, je ne peux pas demander de bilan. OK, on va partir de cette situation. Votre client, s'il y a une maladie cardiovasculaire déclarée par le médecin, il a son bilan. Il va venir avec les triglycérides et le HDL normal. Vous allez diviser la valeur du triglycéride et du HDL tous les deux en grammes par litre. C'est ça qui est fait normalement. Tout se présente en grammes par litre. Si inférieur à 3, on a un phénotype A. A, ça veut dire amour. Ah, super. Si il est supérieur à 3, ce rapport triglycéride-HDL, il est phénotype B. Et phénotype B est porteur d'une lipoprotéine LDL petite, dense, beaucoup plus dangereuse, qui va passer facilement par l'endothélium, spécialement si cet endothélium est subi à stress oxydatif. Quand je dis stress oxydatif, vous pensez tout de suite inflammation et stress oxydatif, et vice-versa. Donc, ce qui est bien sont les personnes qui ont un phénotype A. Mais Elisa, comment je vais trouver le phénotype A? Vous allez tout simplement diviser la valeur du triglycéride par la valeur du HDL. Donc, c'est que faire la division, OK? À compléter ce bilan, encore un bilan très basique, insulinémie à jeun, le patient sera à jeun. À jeun de combien d'heures? Si c'est l'insulinémie, c'est à jeun de 8 heures. Ce n'est pas à jeun de 12 heures. 8 heures. On peut demander les calculs de OMA et Quick parce qu'on va effectivement nous aider à savoir s'il est insulino-résistant. On peut mesurer la CRP-US. Je ne parle pas de la CRP que tous les médecins mesurent. Je parle de la CRP ultrasensible. Et de la ferritine qui normalement vient aussi dans le bilan. Donc là, c'est le classique du classique. Il y a aussi un test qu'on peut demander au labo, très efficace et peu coûteux, qui est la dosage urinaire sur 24 heures du rapport sodium et potassium. Et ce rapport va nous donner une notion du niveau d'alimentation de notre patient. Et si ce rapport, l'idéal, c'est qu'il soit inférieur ou égal à 1. On fait nos modifications alimentaires, on travaille tous les modifiables, on change le mode de vie du patient et 6 mois après, on peut observer si les conseils alimentaires ont amélioré ce rapport. C'est super quand vous pouvez demander. Alors, les LDL, c'est notre premier sujet parce que à quoi servent les LDL? Ce sont des particules de transport. Tout simplement, elles vont donner à nos LDL, elles vont donner à notre tissu le cholestérol que nos tissus ont besoin. Donc, il ne faut même pas discuter ça. En revanche, on a des LDL de taille, de masse moléculaire, de densité, de composition et apoprotéines et de charges de surface qui peuvent varier. Je viens de vous dire. Le phénotype A, c'est un LDL de grande taille. Il y a aussi LDL-P, LDL-C, mais je ne veux pas compliquer votre vie. Donc, on a phénotype A et le phénotype B. Phénotype B, LDL petite et dense, que je vous ai dit, sont hétérogènes parce qu'ils vont passer plus facilement, ils vont sortir d'où ils sont et ils vont dans la couche de l'endothélium pour s'installer. Ça, c'est le LDL qui peut éventuellement oxyder. Donc, petite et dense, hausse des triglycérides, des ApoB et baisse des ApoA1. Ce type de phénotype B va avoir LDL petite et dense, hausse des triglycérides, tout ce qu'il ne faut pas, hausse des ApoB, pas bon, et baisse des ApoA1. Et vous savez que ApoA1, c'est le HDL. Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? Diminution de l'affinité pour les récepteurs LDL. Où est-ce qu'on trouve des récepteurs LDL? Dans le foie,
qui va recevoir, vous vous rappelez, mon chylomicron dans un premier temps, qui va recevoir mon VLDL dans un deuxième temps, qui va recevoir mon IDL dans un troisième temps. On a des récepteurs LDL au niveau du surrénal, au niveau des gonades, au niveau du pancréas. On a des LDL récepteurs partout. Et qu'est-ce qui va faire ce phénotype B? Diminution de l'affinité pour le récepteur LDL. Baisse d'épuration hépatique. Ça va compliquer les choses. OK? Ou LDL, il y aura une baisse d'épuration hépatique. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de conditions de faire trop rentrer ces LDL pour être épurés et devenir d'autres choses. Parce que vous savez que le LDL, qui est dans, par exemple, un IDL, on a la lipase hépatique qui va transformer tout ça dans d'autres molécules. Phénotype B, résistance plus faible à l'oxydation. Ça veut dire, s'il y a une résistance plus faible à l'oxydation, ça va faciliter la peroxydation lipidique. Ça veut dire qu'il y aura une oxydation plus facile de lipides. Il y aura alors plus de LDL oxydés. OK? Augmentation de l'affinité pour les protéoglicanes chondroïtine sulfate. De quoi vous me parlez, Elisa? Les chondroïtines, le protéoglycane chondroïtine sulfate, elles sont de molécules que si vous regardez les noms, vous comprenez déjà. Protéo, protéine. Glycane, glucose, glucides. Donc, ce sont chondroïtines, sulfate. Donc, ce sont des molécules qui ont une nature qu'on appelle double nature biochimique parce qu'elles ont dans la même molécule, vous comprenez, une partie qu'on appelle core protein, une partie protéique et une partie osidique, une partie qu'on appelle glycosamine glycane, une partie de glucides. Donc, cet type de molécules de double nature, elles vont pouvoir rassembler pas mal d'autres molécules. Et ça peut être des avantages, mais aussi des inconvénients. Parce qu'on sait que l'augmentation de protéoglycanes va effectivement conduire à un dysfonctionnement cellulaire et tissulaire général. Ces protéoglycanes, elles sont synthétisées par les cellules endothéliales et cellules musculaires lisses. Donc, quand vous pensez à ma couche de cellules musculaires lisses de mon vaisseau sanguin et qui vont constituer les cellules endothéliales, vous allez comprendre que quand on a un déséquilibre au niveau des peroxydations, on aura une augmentation de ce protéoglycane qui va me donner un dysfonctionnement tissulaire, cellulaire, qu'on peut avoir de maladies de tout type comme l'artérosclérose, comme la néphropathie diabétique, comme maladie d'Alzheimer, comme diabète type 2, comme croissance tumorale. Donc, c'est une catastrophe. Tout ça, phénotype B1. Et il y a un phénotype I, qui c'est un phénotype compliqué aussi parce qu'il est intermédiaire. Les synthèses des LDL petites et denses dans l'étape postprandiale. La personne vient de manger. Et qu'est-ce qui va favoriser cette production de LDL petite et dense? Alimentation inappropriée, diabète, surpoids, syndrome métabolique. Mais vous avez écouté, un régime alimentaire inapproprié. Capacité d'épuration de LDL dépassée. La lipoprotéine lipase, elle va agir plutôt vers les chylomicrons que vers le VLDL. Et ce VLDL va produire un type de... La voie métabolique va changer et va produire un type de LDL différent, qui c'est ces LDL petite et dense. Vous avez bien compris que le facteur qui favorise ça, malgré vous pensez tous que c'est héréditaire, c'est le régime alimentaire inapproprié.
Donc, la lipoprotéine lipase, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle sera mobilisée vers le métabolisme de chylomicron postprandial, on vient de manger, plutôt que sur un métabolisme de VLDL. Ce VLDL sera énormément enrichi de triglycérides. Vous comprenez? Parce qu'on s'occupe plutôt de chylomicron. Parce que j'ai une alimentation qui ne va pas. Et donc, ces LDL qui seront bourrés dans mon VLDL vont, parce que vous savez que le VLDL va donner IDL qui va me donner LDL. Là, à ce moment-là, à cause de cette question alimentaire, on aura la production de LDL petite et dense. Ici, c'est un rappel de la plaque d'athérome. Je ne vais pas vous expliquer tout le processus, mais je vous invite jeudi pour venir connaître comment on voit, nous, de la nutrition fonctionnelle, la constitution de la plaque d'athérome. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À mon avis, est-ce que vous avez fait la carte mentale de la production de lipoprotéines? Si vous n'avez pas ça en tête, on est mal. Ceux qui sont arrivés en retard, de me faire, s'il vous plaît, le like, et si possible, de partager avec d'autres professionnels de santé. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe fonctionnel. Je suis là pour aider vous, professionnels de santé, à transformer de vie. Comment? Je vais vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Je vous attends tout le mardi, tout le jeudi à 19h29 pile pour notre rencontre en nutrition fonctionnelle. Vous êtes plus que bienvenus, professionnels de santé. Vem comigo. Au revoir, au revoir. Vem comigo.